de l'eau, changement de phase. Vous avez l'eau liquide qui donne l'eau gazeuse à la pression d'une atmosphère et à θ2 égale 100 degrés C. Le degré Celsius est défini comme suit. 1 degré C, c'est θ2 moins θ1 divisé par 100, c'est-à-dire 100 degrés C moins 0 degré C divisé par 100. Entre les deux températures, θ1 et θ2, on peut tracer 100 gradations équidistantes. Si vous ajoutez un thermomètre, par exemple, à la pharmacie, s'il est, par exemple, gradué à 100, eh bien, vous aurez 100 gradations, de 0 à 100, et puis vous aurez des traits de 0 à 100, vous aurez 100 gradations. Entre 0 et 10, vous aurez 10 gradations. Entre 10 et 20, 10 jusqu'à, bien sûr, 100 degrés C. L'échelle Kelvin, c'est l'échelle qu'on va utiliser dans le cours de thermochimie. L'expérience, je répète, l'expérience a montré qu'il existe une température limite au-dessous de laquelle la température d'un système ne peut pas descendre. C'est la température la plus basse qui a été enregistrée jusqu'à aujourd'hui expérimentalement. Cette température, c'est le zéro absolu qui est égal à moins 273,15 degrés C. Donc, si vous avez une température en degrés C, il faut toujours la convertir en Kelvin et vous avez T en Kelvin égale θ degrés C plus 273,15. On peut ajouter uniquement 273 si on veut, bien sûr. C'est ce qu'on fait généralement, on ajoute 273. L'échelle Fahrenheit, c'est l'échelle qui est utilisée par les États-Unis, l'Angleterre, par les pays anglophones. Et bien, T en degrés Fahrenheit, c'est θ en degrés C, fois 9 sur 5 plus 32, bien sûr. L'état d'un système. Un système est en équilibre thermodynamique lorsque les variables de ce système restent fixes avec le temps. Donc, les valeurs de ces variables vont rester fixes avec le temps. On dit encore qu'un système a atteint l'état d'équilibre lorsqu'il n'est le siège d'aucune transformation apparente à notre échelle. Il n'y a aucune transformation apparente à notre échelle. Donc, pour conclure, pour qu'un système soit en équilibre, il faut qu'il existe simultanément trois équilibres. L'équilibre thermique, l'équilibre mécanique et l'équilibre chimique, qui dépendent des trois paramètres intensifs. Il y a l'équilibre thermique qui est lié à la température, paramètre intensif, en tout point du système. L'équilibre mécanique qui est lié à la pression, le deuxième paramètre intensif. Et puis l'équilibre chimique qui est bien sûr lié à la composition chimique, bien sûr à la fraction molaire. Donc, il doit y avoir simultanément trois équilibres. Thermique, la température constante, mécanique, la pression constante, chimique, la fraction molaire constante. Donc, les trois paramètres intensifs sont constants. Température, pression et fraction molaire. On va donner maintenant l'énoncé du principe 0. Ce principe introduit la grandeur température. Deux corps en équilibre thermique possèdent la même propriété appelée température. Le principe 0 s'exprime ainsi. Deux corps en équilibre thermique avec un troisième sont en équilibre thermique entre eux. Remarque, dans le cas des systèmes ouverts ou fermés en équilibre, la température, c'est la température extérieure. La pression, c'est la pression extérieure. Transformation thermodynamique. Il y a transformation thermodynamique si entre deux observations, une des propriétés macroscopiques du système change. Donc, passage à un état final différent de l'état initial. Donc, ça veut dire qu'il y a une transformation thermodynamique. La transformation peut s'accompagner d'échanges de travail et ou de chaleur avec le milieu extérieur. Le travail, c'est W, la chaleur, c'est grand Q. Une transformation dite cyclique ou fermée quand elle amène toutes les variables d'état à reprendre leur valeur initiale. Elle est dite ouverte lorsque l'état final diffère de l'état initial. Les principales transformations considérées seront souvent isothermes, température constante. Iso, ça veut dire égal. Therme, c'est le mot thermique qui provient de température. Isobar, ça veut dire la pression constante. Isochore, ça veut dire le volume constant. Maintenant, transformation adiabatique sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Q égale à 0.
Toutes ces transformations peuvent être effectuées de différentes façons, transformation quasi-statique ou transformation spontanée brusque. On va essayer de définir maintenant une transformation quasi-statique. Une transformation est quasi-statique lorsqu'elle s'effectue d'une manière suffisamment lente, de telle façon qu'à chaque instant, l'état du système est connu. On dit que la transformation a lieu selon une suite continue d'états d'équilibre. Une suite continue d'états d'équilibre. Transformation réversible, une transformation irréversible si elle est réalisable en sens inverse et si dans les deux sens, elle a lieu d'une manière quasi statique. Transformation spontanée et réversible. Si un système évolue spontanément dans un sens donné, il effectue une transformation irréversible. Rappel mathématique. On aura besoin de ces rappels-là pour le cours de thermochimie. X, Y, deux variables. Pour nous, pour ce cours-là, les variables peuvent être la pression, le volume, la température. Donc, une fonction de x, y ou une fonction de la pression et de la température, par exemple, la variation infinitésimale df peut être exprimée en fonction des variables infinitésimales dx et dy. Si f est une fonction d'état, la variation de df est une différentielle totale. Ça veut dire qu'elle va s'écrire comme ça, df égale d en f sur d en x avec y constant, plus d en f sur d en y avec x constant. Si l'on intègre df entre un état 1 et un état 2, on obtient une variation finie de f, delta f égale l'intégrale entre x1, y1 jusqu'à x degré de df, xy égale delta f. Delta, ça veut dire la variation de f, ça veut dire la fonction finale moins la fonction initiale, f2 moins f1. La valeur de l'intégrale dépend de l'état initial et de l'état final, et non de la façon d'aller de 1 vers 2. Donc, ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend de l'état initial et l'état final. Lorsque le système décrit un cycle fermé, le ramenant à son état initial, eh ben, ça veut dire que la transformation est cyclique ou fermée. L'intégrale de f, x, y égale à 0. F est une différentielle totale exacte si le différentiel seconde par rapport à y puis x égale la différentielle seconde par rapport à x puis par rapport à y. C'est-à-dire on commence par x ou par rapport à y pour la dérivée, on obtient le même résultat. Transformation maintenant des systèmes soumis uniquement à des transformations physiques. On va voir le cas uniquement des systèmes parfaits. Ce cours-là, on aura uniquement les systèmes parfaits. Donc, système gazeux soumis à des transformations physiques. État gazeux, le gaz aérien, on ne va pas s'intéresser. Un gaz n'a pas de forme et il occupe tout le volume qu'on lui offre. Les gaz aériens sont constitués de molécules en mouvement qui subissent des attractions, des répulsions et des chocs mécaniques. On ne va pas s'intéresser au système réel, uniquement au système parfait dans lequel il n'y a pas d'interaction. L'équation d'état des gaz parfaits est PV égale nRT. P pression, V volume, N nombre de moles, R constante des gaz parfaits, grand T c'est la température. On va essayer de voir comment calculer la constante des gaz parfaits. Vous allez voir cet exercice-là dans les travaux dirigés. Grand T égale PV sur NT d'après l'équation d'état des gaz parfaits. R se calcule dans les conditions normales de température et de pression. P égale atmosphère égale atmosphère, 1 ATM. Atmosphère, on doit le convertir en pascal, c'est 1,013 10 puissance 5 pascal, 1,013 10 puissance 5 newton par mètre carré. Le pascal, c'est le newton par mètre carré. Force divisée par surface. Le volume 22,4 litres, 22,4 10 mètres cubes, 22,4 10 plus ou moins 3 mètres cubes. La température, ne jamais la laisser en 0 degré C. Il faut la convertir en Kelvin, donc 213,15. N, c'est le nombre de moles. Donc, on obtient R égale PV sur NT. R égale donc 22,4, le volume, fois la pression atmosphère divisé par NT. N, une mole, T, 213,15. On obtient R égale 0,08 de litre atmosphère, mole moins 1, Kelvin moins 1. Et puis R égale aussi 62,32 litres millimètres de mercure, mole moins 1, Kelvin moins 1. Qu'on peut convertir aussi en joule. On va remplacer atmosphère par newton par mètre carré. On aura 1,013 puissance 5 newton par mètre carré. On va remplacer le litre par mètre cube. Et puis on obtient mètre cube fois newton sur mètre carré. C'est newton fois mètre. Et newton fois mètre, c'est joule.
on aura 8,32 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. R égale aussi 1,98 calories mol moins 1 Kelvin moins 1 lorsqu'on transforme le joule en calories. 1 calorie, c'est 4,185 joules. 1 atmosphère, 760 mm de mercure. On va essayer de voir maintenant le mélange de gaz parfait et on va montrer que le mélange de gaz parfait et leur pression partielle. Donc, un mélange de gaz parfait va donner un gaz parfait. Je répète, un mélange de gaz parfait est un gaz parfait. C'est ce qu'on va montrer maintenant. Donc, soit un mélange de K gaz parfait occupant un volume V sur la pression totale P. Définition de la pression partielle. La pression partielle d'un gaz I dans le mélange de K gaz parfait est la pression qu'on reste au gaz s'il occupait seul tout le volume qu'on lui offre à la température T. Donc, pour le gaz 1, on a N1 mol et on a P1, la pression. Pour le gaz de N2 mol, pression P2. Pour le gaz NI et puis PI. Pour le gaz K, NK mol et puis PK. On applique la loi des gaz parfaits au gaz dont on vient de parler de 1 à K. Donc, P1V égale N1 à T, P2V égale N2 à T, PIV égale NI à T, PKV égale NK à T. On va faire la somme. Donc, on aura V en facteur de quoi? De la somme des pressions égale RT en facteur de quoi? De la somme du nombre de moles. La somme des pressions va donner la pression totale. La somme du nombre de moles va donner le nombre total. Donc, on aura l'équation 1, pression totale fois le volume, égale nombre total de moles fois RT. Et on va utiliser la relation qu'on a, celle des gaz parfaits. C'est la pression partielle d'un gaz parfait I fois le volume égale NIRT. On va diviser 2 par 1. On aura PI sur P total, la pression partielle du gaz I divisé par la pression totale, égale au nombre de moles de I divisé par N total. Divisé par N total. Voilà. Pression partielle du I divisé par P total égale nombre de moles de I sur N total égale fraction molaire. Donc, la pression partielle, c'est la fraction molaire fois la pression totale. Pression partielle PI égale pression partielle d'un gaz parfait I dans le mélange de K gaz parfait. PI, donc, c'est la concentration fois RT. À partir de la première équation, PI égale NI sur V fois RT, on remplace NI sur V, qui est la concentration, donc on ancien PI égale concentration de I fois RT. Donc, pour calculer la pression partielle, on peut utiliser deux équations. Soit l'équation suivante, PI égale fraction molaire fois P total, ou PI égale concentration de I fois RT. XI, la fraction molaire du gaz parfait dont I n'a pas d'unité, et la pression totale du gaz dans le mélange, bien sûr, à l'unité d'une pression, bien sûr.